Et si votre absence était bien plus puissante que votre présence? Lorsque vous disparaissez de la vie de quelqu'un, vous laissez un vide qui déclenche une cascade d'émotions complexes, le choc, la colère, la tristesse. Mais au-delà de ces réactions immédiates, votre départ devient un miroir. Il force l'autre à se confronter à ses propres fragilités, à ses attachements et, parfois, à sa dépendance. Les stoïciens, maîtres dans l'art de comprendre et maîtriser les émotions, nous enseignent que ces moments d'absence ne sont pas seulement des pertes, mais des opportunités de transformation pour ceux qui restent. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont exploré les rouages de l'âme humaine, offrant des outils intemporels pour affronter ces bouleversements avec sagesse et clarté. Quelles sont donc ces réactions, parfois silencieuses, parfois éclatantes, que les autres ressentent lorsque vous n'êtes plus là? Et comment le stoïcisme peut-il éclairer ces émotions? Découvrez un voyage au cœur des émotions humaines, enrichi par des exemples concrets et des leçons philosophiques qui transforment la douleur en sagesse. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Premièrement, le choc initial, la réalisation de l'absence. Quand vous disparaissez de la vie de quelqu'un, la première réaction est souvent le choc. Cette prise de conscience soudaine que quelqu'un d'important ne fait plus partie de leur quotidien peut être troublante, voire paralysante. Ce choc vient souvent de l'attachement profond que nous développons envers les personnes qui font partie de notre routine, de nos habitudes et de notre identité. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, nous rappelle que tout dans la vie est transitoire. Tout ce que tu vois disparaîtra bientôt, et ceux qui voient cela disparaîtront eux aussi. Le choc initial n'est donc que le reflet de notre attachement à l'illusion de permanence. Le choc peut se manifester par un sentiment de vide soudain, un déséquilibre psychologique qui perturbe les repères établis. Par exemple, imaginez une situation où un collègue de longue date quitte soudainement une entreprise. Les discussions habituelles à la machine à café, les réunions partagées et même les conflits mineurs deviennent des souvenirs. Cette absence tangible remet en question notre perception de la normalité. Prenons l'histoire de Lucie, une femme qui a perdu le contact avec son meilleur ami, Paul, après qu'il a déménagé à l'étranger. Les premières semaines ont été marquées par un silence assourdissant. Chaque message non envoyé ou appel manqué semblait amplifier la réalité de son absence. Lucie réalisait qu'elle s'appuyait énormément sur Paul, pour du soutien émotionnel et des conseils. Ce choc initial a révélé à quel point elle avait pris leur amitié pour acquise. Épictète nous conseille « Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais dis plutôt « je l'ai rendu ». Cette citation reflète une vérité stoïcienne fondamentale. Nous ne possédons rien de manière permanente, pas même nos relations les plus intimes. En comprenant cela, nous pouvons voir le choc de l'absence non pas comme une injustice, mais comme une opportunité de réfléchir sur la nature des liens humains. La philosophie stoïcienne nous invite également à évaluer nos dépendances. Si le départ de quelqu'un crée un tel désarroi, cela peut indiquer que nous avons placé une part excessive de notre bonheur entre ses mains. Comme Marc Aurèle le souligne, « La source de ton malheur n'est pas les événements, mais le jugement que tu portes sur eux. » Repenser notre relation à ceux qui nous entourent est un moyen de reprendre le contrôle de nos émotions. Sénèque, dans l'une de ses lettres à Lucilius, parle du deuil d'un être cher. Il rappelle que chaque relation est temporaire par essence et qu'en tant qu'être rationnel, nous devons nous préparer à ce que la vie nous reprenne ce qu'elle nous a donné. Cette préparation mentale peut atténuer l'effet du choc initial et nous permettre de mieux gérer l'émotion. Les stoïciens aiment utiliser des métaphores tirées de la nature pour illustrer leurs enseignements. Pensez aux feuilles d'un arbre. Elles tombent chaque automne, laissant les branches nues. Pourtant, ce processus est naturel et nécessaire pour permettre une nouvelle croissance au printemps. De la même manière, la disparition d'une personne de votre vie peut être vue comme une étape dans le cycle de votre propre développement personnel. Deuxièmement, la colère.
le besoin de trouver un coupable. L'absence peut engendrer de la colère, une tentative de donner un sens à ce vide. Cette émotion est souvent dirigée vers celui qui est parti, avec des questions telles que « Pourquoi m'as-tu laissé ?» ou « Qu'ai-je fait de mal ?» Cette réaction humaine, bien que naturelle, peut être destructrice si elle n'est pas gérée. La colère agit comme une tentative de donner un coupable au chaos intérieur. Sénèque, dans son traité de la colère, nous avertit que la colère est une folie passagère. Elle nous pousse à perdre notre rationalité et à aggraver nos propres souffrances. Imaginez une relation amoureuse qui prend fin brusquement. La personne laissée derrière peut ressentir une profonde frustration, parfois dirigée vers elle-même, parfois contre l'autre. Par exemple, Julien, après avoir été quitté par sa partenaire, passait des heures à rejouer les discussions dans sa tête, cherchant des erreurs qu'il aurait pu commettre. Cette colère autodirigée nourrissait un cercle vicieux d'amertume et d'impuissance. Le stoïcisme nous enseigne à questionner les origines de nos émotions. Marc Aurèle écrivait « Si tu souffres à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. » La colère naît souvent d'attentes non satisfaites ou de croyances erronées. En reconsidérant nos attentes, nous pouvons réduire la puissance de cette émotion. Un des antidotes à la colère est le pardon. Sénèque rappelle que pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, mais se libérer soi-même du poids de l'animosité. Julien, après plusieurs mois de colère, a décidé de relire des lettres anciennes de son ex-partenaire. Cela lui a permis de voir leur relation sous un jour plus équilibré et de laisser aller les rancunes inutiles. Prendre du recul. Lorsqu'une situation vous met en colère, pratiquez le silence pendant quelques instants. Cela permet de calmer l'émotion avant de réagir. La colère est comme une tempête en mer. Si vous êtes pris dans ces vagues, elle peut vous submerger. Mais si vous devenez l'observateur, en vous tenant sur le rivage, vous verrez qu'elle finira par s'apaiser. Le stoïcisme vous invite à devenir cet observateur. En dépassant la colère, vous découvrez un espace de paix intérieure. En adoptant une perspective stoïcienne, vous comprenez que l'absence d'une personne ne peut pas vous voler votre sérénité à moins que vous ne la lui donniez. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Troisièmement, la tristesse, le deuil de la perte. La tristesse est sans doute l'émotion la plus profonde et la plus universelle que l'on ressente face à la disparition de quelqu'un. Contrairement au choc ou à la colère, qui peuvent être temporaires et parfois impulsifs, la tristesse s'installe souvent comme un murmure persistant. Elle reflète un attachement sincère, une reconnaissance du vide laissé par l'absence de l'autre. La tristesse s'intensifie lorsque nous sommes confrontés à des souvenirs. Chaque détail, qu'il s'agisse d'un lieu, d'un objet ou même d'une chanson, peut raviver la douleur en nous rappelant ce qui n'est plus. Cela peut être particulièrement poignant dans les relations de longue durée ou celles marquées par des moments d'intimité partagée. L'enseignement stoïcien. Accepter le deuil sans s'y abandonner. Le stoïcisme ne nie pas la douleur de la tristesse. Sénèque, dans ses lettres, reconnaît que le deuil est naturel et inévitable. Cependant, il insiste sur le fait qu'il ne doit pas nous contrôler. Il écrit « Ce n'est pas que nous ne devons pas pleurer, mais nous ne devons pas nous laisser submerger par les larmes. » En d'autres termes, il est important d'honorer nos émotions, tout en nous rappelant qu'elles ne définissent pas notre existence. Pour un stoïcien, la tristesse est une occasion de pratiquer l'art de la perception. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En réévaluant notre relation à ceux qui partent, nous pouvons voir leur départ non pas comme une fin, mais comme une transformation de notre lien avec eux. Finalement, la tristesse peut devenir un terrain fertile pour la réflexion et la transformation personnelle. En apprenant à naviguer à travers elle avec courage, nous découvrons non seulement une plus grande capacité de résilience, mais aussi une meilleure compréhension de nous-mêmes. Comme le disait Sénèque, celui qui apprend à mourir désapprend à être esclave. Apprendre à dire adieu, même temporairement,
nous libère des chaînes de l'attachement excessif. Quatrièmement, le regret. Une autopsie mentale approfondie. Lorsque vous disparaissez de la vie de quelqu'un, le regret peut s'immiscer comme un murmure persistant, une voix intérieure qui répète « Et si ?» Cette émotion complexe pousse les individus à revisiter chaque moment partagé, à analyser chaque conversation et à chercher ce qu'ils auraient pu faire différemment. Le regret, bien que douloureux, est avant tout un dialogue intérieur qui naît du désir de réparer l'irréparable. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, le regret n'est pas une vérité objective, mais une interprétation subjective des événements passés. En d'autres termes, ce n'est pas l'absence de l'autre qui provoque le regret, mais la perception que nous avons de cette absence. Prenons l'exemple d'une relation amicale qui s'est effondrée à cause d'un malentendu. Une personne pourrait passer des mois, voire des années, à se demander si un mot, un geste ou une action différente aurait pu changer l'issue. Pourtant, cette autopsie mentale ne ressuscite ni les liens brisés ni le temps perdu. Le regret devient alors un fardeau qui nous éloigne du moment présent, là où notre énergie devrait être investie. Pourtant, le regret peut aussi être un levier de transformation, à condition de l'aborder avec une perspective stoïcienne. Plutôt que de s'attarder sur ce qui aurait pu être, le stoïcisme nous encourage à tirer des enseignements précieux pour agir différemment à l'avenir. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, souligne « Le sage ne regarde pas derrière lui avec chagrin, mais en avant avec prévoyance ». Cette approche nous invite à remplacer l'auto-accusation par une réflexion constructive. Si vous vous trouvez hanté par des regrets, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer ?» En adoptant cette posture, vous cessez d'être prisonnier du passé et devenez l'architecte de votre avenir. Après tout, comme le rappelle Marc Aurèle, la meilleure manière de se venger du passé, c'est de bâtir un présent vertueux. Cinquièmement, la culpabilité, un poids émotionnel difficile à porter. La culpabilité est une réaction fréquente lorsqu'une personne disparaît de votre vie. Ce sentiment peut surgir de pensées incessantes telles que « Ai-je fait quelque chose de mal ?» ou « Aurais-je pu prévenir cette rupture ?» Elle agit comme un poids émotionnel, une chaîne invisible qui vous maintient attaché à une situation passée. Sénèque, dans « De la vie heureuse », nous rappelle « Le remords nous emprisonne plus sûrement que ne le fait une faute véritable ». Cela signifie que la culpabilité, souvent, ne résulte pas d'une action réellement mauvaise, mais d'une interprétation sévère de nos propres actes. Nous nous jugeons à travers une loupe d'exigence, amplifiant nos erreurs et oubliant les circonstances. Prenons l'exemple d'un parent qui, en s'éloignant de ses enfants pour poursuivre une carrière exigeante, se sent envahi par la culpabilité. Il peut être convaincu qu'il a manqué à son devoir, même si ses intentions étaient nobles. Cette culpabilité, bien qu'humaine, ne change rien au passé et ne profite ni à l'individu, ni à ceux qu'il pense avoir lésés. Le stoïcisme nous propose une alternative libératrice. Épictète enseigne « Ce qui est passé est hors de ton contrôle, mais ce que tu fais maintenant est entre tes mains. » En d'autres termes, au lieu de ruminer sur ce qui est irréversible, concentrez-vous sur les actions présentes qui peuvent réparer ou apaiser la situation. La culpabilité ne doit pas être un fardeau qui nous paralyse, mais un signal nous incitant à agir avec plus de sagesse et d'intention. Pour alléger ce poids, il est crucial de distinguer entre la culpabilité productive et celle qui est inutile. Si vous ressentez une réelle responsabilité pour un tort causé, le pardon, qu'il vienne de l'autre ou de vous-même, est une voie stoïque essentielle. Cependant, si cette culpabilité repose sur des attentes irréalistes ou sur des facteurs échappant à votre contrôle, alors il est temps de vous en défaire. Comme le disait Marc Aurèle, « L'univers est changement. Ta vie est ce que tu en fais. » La culpabilité, lorsqu'elle est comprise et transformée, devient un outil de croissance personnelle. Acceptez vos erreurs passées, tirez-en des enseignements et avancez avec résilience. La véritable vertu ne réside pas dans une perfection inatteignable, mais dans la capacité à grandir
à partir de nos imperfections. Sixièmement, l'admiration. Réévaluation de votre valeur. Paradoxalement, votre absence peut amener les autres à réaliser votre véritable valeur. Ce phénomène est une démonstration flagrante de la façon dont les êtres humains ont tendance à sous-estimer ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Les contributions, les efforts ou la simple présence, souvent considérés comme acquis, prennent une toute autre dimension une fois qu'ils ne sont plus là. L'admiration qui en résulte est souvent teintée de regret et de nostalgie, car elle arrive trop tard. Marc Aurèle écrivait « Peu de choses valent la peine d'être admirées, c'est notre perception qui donne de la valeur aux choses. Ce que les autres réalisent en votre absence n'est pas une preuve de votre valeur intrinsèque, mais plutôt une réévaluation subjective influencée par leur propre perte. » La véritable leçon stoïcienne ici est de ne pas chercher cette admiration, mais de vivre en accord avec vos principes, que votre valeur soit reconnue ou non. Prenons l'exemple d'un collaborateur qui quitte une équipe. Pendant des mois, ses idées et son engagement ont été banalisés. Mais une fois absent, l'équipe commence à ressentir un vide. Des projets stagnent, des décisions clés ne sont plus prises avec autant de clarté. Soudain, la contribution de cet individu devient évidente. Ce sentiment d'admiration tardive est souvent accompagné d'un mélange de gratitude et de regret. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attarder sur cette reconnaissance différée. Sénèque affirme « L'homme vertueux n'agit pas pour la gloire, mais pour le bien ». En d'autres termes, continuez à agir avec intégrité, sans attendre que votre valeur soit toujours reconnue. Si elle l'est, considérez cela comme un bonus, non comme une nécessité. Après une rupture, une personne qui se plaignait de votre comportement quotidien peut finalement comprendre l'effort que vous avez fourni pour la relation, réalisant à quel point votre présence était stabilisante. Ne cherchez pas l'admiration des autres, mais concentrez-vous sur vos propres valeurs et principes. Comme le dit Marc Aurèle, ne cherche pas à impressionner les autres, cherche plutôt à te contenter de la vie que tu mènes. L'admiration doit venir de l'intérieur, pas d'une validation externe. Septièmement, l'indifférence, l'acceptation stoïque des choses. Parfois, lorsque vous disparaissez de la vie de quelqu'un, leur réaction peut être celle de l'indifférence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette indifférence n'est pas nécessairement un signe de froideur ou d'un manque de considération. Elle peut refléter une acceptation stoïque des événements, une reconnaissance que la vie est faite de changements constants. Épictète enseigne « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion des choses. » Si quelqu'un semble indifférent à votre départ, cela peut signifier qu'il a choisi de ne pas s'attacher émotionnellement à des circonstances hors de son contrôle. Cette approche, bien que parfois mal comprise, est une clé de la tranquillité d'esprit. Un exemple concret pourrait être celui d'un collègue professionnel avec qui vous avez partagé une relation cordiale mais limitée. Lorsque vous quittez l'entreprise, ce collègue continue son chemin sans grand bouleversement. Cela ne signifie pas qu'il n'appréciait pas votre présence, mais simplement qu'il voit votre départ comme une étape naturelle et inévitable. Cependant, il est important de noter que cette indifférence apparente ne doit pas être interprétée comme une insulte ou un rejet. Sénèque nous rappelle « Ne laisse pas l'opinion des autres troubler ta paix intérieure ». En d'autres termes, l'indifférence des autres à votre égard ne diminue en rien votre valeur. Elle reflète uniquement leur capacité à accepter la nature éphémère des relations humaines. Cette indifférence n'est pas un obstacle, mais un exemple de ce qu'Épictète appelle la sérénité. Il nous invite à nous détacher des événements extérieurs et à trouver notre équilibre dans notre propre jugement. Cela peut même devenir une source d'inspiration pour cultiver votre propre résilience face aux changements de la vie. Imaginez que vous partez en congé sabbatique et que certains amis semblent peu affectés par votre absence. Ce n'est pas un signe de désintérêt, mais plutôt une reconnaissance implicite que la vie continue, avec ou sans eux. Le stoïcisme nous enseigne que ce détachement peut également être adopté dans notre propre vie. Comme le disait Marc Aurèle, apprends à être indifférent à ce qui ne dépend pas de toi. L'indifférence est une forme d'acceptation, une compréhension que la perte ou la séparation n'efface pas ce qui a été vécu, mais ouvre la voie à de nouvelles expériences. Huitièmement,
La nostalgie, le doux rappel du passé. La disparition de quelqu'un peut souvent éveiller une profonde nostalgie. Ce sentiment agit comme une machine à remonter le temps, ramenant des souvenirs doux amers qui réchauffent le cœur tout en laissant une certaine mélancolie. La nostalgie est unique en ce qu'elle mélange gratitude et tristesse. Elle n'est pas seulement un regret de ce qui est perdu, mais aussi une reconnaissance des moments précieux que vous avez partagés. Les stoïciens nous encouragent à embrasser la nostalgie avec sagesse, sans nous y attarder. Sénèque disait « Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps une chose a duré, mais combien elle a été précieuse. » Ce rappel est essentiel. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas seulement la durée des moments partagés, mais leur qualité. Un exemple courant est celui d'une relation amicale ou amoureuse qui prend fin. Plus tard, en feuilletant un vieil album photo ou en tombant sur un objet significatif, une vague de nostalgie vous envahit. Vous vous souvenez des rires partagés, des instants de complicité et des défis surmontés ensemble. Cette sensation, bien que teintée de tristesse, peut être profondément enrichissante si elle est abordée avec gratitude. La leçon stoïcienne ici est de ne pas fuir ces souvenirs, mais de les accepter comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Épictète nous enseigne, ce n'est pas ce qui arrive qui nous bouleverse, mais notre jugement sur ce qui arrive. Ainsi, la nostalgie peut être perçue non comme une douleur, mais comme un hommage à la richesse du passé. Cependant, le piège de la nostalgie réside dans l'attachement excessif. Se perdre dans ce sentiment peut nous empêcher d'avancer. C'est pourquoi Marc Aurèle nous invite à toujours revenir au moment présent. Ne te consume pas pour ce qui n'existe plus, mais vis pleinement ce qui est. Le passé est une source d'inspiration, mais le présent est le lieu où nous avons le pouvoir d'agir et de créer de nouveaux souvenirs. Imaginez une personne qui revient dans sa ville natale après des années. Elle passe devant son ancienne école ou un café où elle avait l'habitude de se rendre avec ses amis. Ces lieux réveillent une vague de nostalgie qui, bien que poignante, est aussi une opportunité de réflexion sur le chemin parcouru. Transformez la nostalgie en une célébration du passé, sans vous y attacher. Reconnaissez que ces moments, bien qu'éphémères, ont enrichi votre vie. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la perte qui nous attriste, mais l'idée que cette perte était éternelle. Neuvièmement, la libération, un nouveau départ. Parfois, la disparition d'une personne de votre vie, ou votre propre départ, peut être perçue comme une libération. Cela peut surprendre, mais toutes les relations ou situations ne sont pas bénéfiques. Certaines, bien qu'habituelles, peuvent être source de stress, de conflits ou même de stagnation. Dans ces cas, l'absence ouvre la voie à un renouveau, permettant à chacune des parties de se redécouvrir et de grandir. Les stoïciens voyaient dans le changement une opportunité plutôt qu'un obstacle. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre qu'un retour à l'ordre naturel. Tout ce qui arrive, arrive pour une raison. » La libération qui découle d'un départ est une preuve que chaque fin est aussi un commencement. Un exemple typique est celui d'une relation toxique ou conflictuelle. Quand elle prend fin, même si la séparation est douloureuse, elle peut rapidement être suivie d'un sentiment de soulagement. L'espace émotionnel créé par cette absence permet de respirer, de réfléchir et de reconstruire. Cette libération peut également se produire dans le contexte professionnel, par exemple, lorsqu'un travail qui n'était plus épanouissant se termine. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ces moments avec gratitude et clarté. Sénèque nous rappelle que la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais comment elle est jouée. Ainsi, plutôt que de se lamenter sur une relation ou une situation terminée, il est préférable de se concentrer sur la façon dont elle a enrichi notre vie et sur les nouvelles opportunités qu'elle apporte. Cependant, cette libération n'est pas toujours immédiatement évidente. Elle peut être obscurcie par des sentiments de perte ou de culpabilité. C'est là que les enseignements d'Épictète sont précieux. Ne regarde pas derrière toi en te demandant ce que tu as perdu, mais vers l'avant en te demandant ce que tu peux gagner. Cette perspective encourage à voir chaque séparation comme une chance de réinvention et de croissance. La libération est un cadeau déguisé. Même si elle est difficile à accepter sur le moment,
Elle ouvre toujours la porte à de nouvelles possibilités. Comme le disait Marc Aurèle, tout changement, même douloureux, est une opportunité de se réconcilier avec le cours naturel de la vie. Adopter le changement, non comme une perte, mais comme une transition nécessaire vers quelque chose de plus grand. Disparaître de la vie de quelqu'un, ou vivre la disparition d'un proche, est une expérience universelle, chargée d'émotions complexes. Votre disparition de la vie de quelqu'un peut être un tournant décisif, pour eux comme pour vous. Elle peut semer des graines de réflexion, faire éclore des regrets ou susciter une transformation. Ce qui importe, c'est la manière dont vous choisissez d'écrire le prochain chapitre de votre existence. La vie est un voyage fait de départ et d'arrivée, et chaque fin marque le début d'une nouvelle histoire. Alors ne craignez pas les départs, qu'ils soient volontaires ou imposés. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est en accord avec la nature ne peut jamais être une mauvaise chose. La nature du changement est de nous pousser à évoluer. Prenez chaque disparition, chaque moment de rupture, non comme une fin, mais comme une chance d'avancer vers quelque chose de plus grand, de plus aligné avec votre essence véritable. Le départ est inévitable, mais la façon dont vous vivez la suite est entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.